Ici Peggy Rocchigny. Bienvenue à l'École du patrimoine du Haut-Saint-Laurent. Aujourd'hui, nous suivons Sébastien Davio, responsable des collections du Musée régional de Vaudreuil-Soulanges. Tout d'abord, il nous fera découvrir la richesse patrimoniale du vieux Vaudreuil. Il nous parlera de l'importance de préserver les bâtiments historiques. Par la suite, il nous fera connaître l'histoire du Musée régional de Vaudreuil-Soulanges. Puis, finalement, nous terminerons la visite au cœur de la réserve du musée pour parler de l'importance des collections d'objets dans le patrimoine. Bonne visite! La concession de Vaudreuil est concédée en 1702. Le premier manoir est plus dans le coin plutôt de Lens, avec les Vaudreuil, mais qui vont habiter principalement Montréal. Ils vont avoir un petit manoir ici. Et graduellement, les Vaudreuil de Rigaud, après la conquête, vont vendre la seigneurie pour les Chartiers de Lotbinière. Et arrive le village de Vaudreuil parce que Chartier de Lotbinière est bien sûr un ingénieur du roi. Et le premier carré du village date déjà de 1786, où on a des plans, où il y a vraiment tracé les rues. Puis le noyau central est l'église Saint-Michel, dont vous avez vu le clocher tout à l'heure. Donc, une église également seigneuriale. Il a laissé le terrain pour la fabrique Saint-Michel, qu'il possède toujours. En face, il a vraiment mis un espace pour avoir une place publique qui demeure encore, d'ailleurs. Et vous avez le lotissement des rues. Et bien sûr, si on se rapporte un peu plus loin dans l'espace, arrive ce bâtiment-ci, en 1857, qui est l'école des garçons du village. Sur la rue principale, qui à l'époque s'appelait l'avenue du Bois-Vert, arrive un bâtiment comme ça. Il y avait déjà des écoles à partir de 1850, mais les bâtiments n'étaient pas assez grands. Donc, on construit cette école-là. Et ce qui est intéressant avec ce bâtiment-là, on parlait de patrimoine tout à l'heure, c'est que c'est un architecte autodidacte qui l'a fait. C'est le premier directeur, Adolphe Moffat, qui a fait les plans de l'école, semble-t-il. On n'est pas encore tout à fait sûr, mais on pense vraiment que c'est lui. C'est également lui qui a dessiné les plans de ce qui était le palais de justice de comté. Et c'est également lui qui a fait la façade actuelle de l'église Saint-Michel. L'église Saint-Michel qui a été construite en 1787, avec une façade typique de ces bâtiments-là de l'époque, a été modernisée avec des pierres finalement plates pour donner une impression de modernité. Donc, c'est le directeur instituteur Adolphe Moffat qui a fait ce carré-là. Vous aviez les écoles de rang qui étaient 4 années. L'école modèle, c'était 2 années supplémentaires. Et au cours de l'époque de l'école, vous avez eu aussi une académie ou un collège également. Donc, si on remarque, vous avez le premier quart de bâtiment, qui est ici le quart de pierre, qui était ce qu'on va visiter tout à l'heure. Vous avez au rez-de-chaussée, vous avez la première salle de classe. Au premier étage, l'autre salle de classe. À l'origine, le bâtiment est en pignon. Et quand il y a eu 3 communautés religieuses qui ont enseigné, il y a également des laïcs qui ont enseigné. Et quand c'était les clercs de Saint-Viateur en 1882, ils ont occupé le bâtiment. C'est eux qui ont fait construire la fameuse toiture mansardée. C'est également eux qui ont fait construire la petite annexe de bois dans laquelle vous êtes arrivé tout à l'heure, parce que le lien vitré, bon, bien sûr, c'était la cour extérieure où il y avait le jardin. Donc, cette partie-là, elle servait pour que les clercs puissent y vivre. Donc, au rez-de-chaussée, il y avait la cuisine, il y avait le salon, et à l'étage, il y avait les chambres. Maintenant, c'est une salle d'exposition, une salle de conférence et les bureaux administratifs. Donc, c'est ça. Vous aviez, bien sûr, cette porte-là qui est extraordinaire pour nous en muséologie.
Elle est plus grande que toutes les portes du musée parce que ça permettait aux élèves de rentrer par la cour intérieure, mais en rang. Donc, quand on a des structures importantes en rentrer, on passe par cette porte-là. Donc, c'est un des éléments. Donc, vous avez le bâtiment a vécu comme école jusqu'en 1953. Mais si vous voulez, avant de continuer sur le passage entre bâtiment d'école et bâtiment muséologique, on va passer par l'avant. Donc, sur l'ancienne avenue du Bois-Vert, vous avez ce que je parlais, l'ancien palais de justice qu'on devine ici entre les arbres. Vous avez également le bâtiment de briques rouges, c'est pas le premier, mais c'est le couvent des Sœurs de Sainte-Anne, parce que les Sœurs de Sainte-Anne ont été fondées à Vaudreuil. Et vous avez bien sûr l'église Saint-Michel. Donc, c'est vraiment le cœur administratif et villageois de Vaudreuil. Maintenant, c'est Vaudreuil-Dorion, mais c'est vraiment ici le début du village. Vous êtes vraiment à l'intérieur de la salle de classe. C'était la salle qui était réservée pour le groupe où il y avait les élèves les plus âgés. C'est souvent le directeur, instituteur qui habitait, qui vraiment enseignait ici. Et à l'étage, quand c'était des laïcs, les institutrices pour les groupes plus jeunes avaient 2 classes à l'étage. En arrière des panneaux, on ne le voit pas, mais ils sont conservés. Il y a des foyers. Il y a 2 foyers dans le bâtiment de pierre. Il y a un foyer ici, puis un autre foyer de l'autre côté à l'étage. En arrière du bureau administratif, vous avez une ouverture également qui est assez discrète, qui est utilisée par tous les dossiers, qui est l'ancien coffre-fort de l'école. On remarque également, si vous remarquez le plancher, vous regardez les poutres, tout ça semble plutôt neuf. Il y a une raison à ça, c'est que quand l'école a terminé ici, parce que bon, la réforme scolaire vers les années 1953, le bâtiment a été abandonné pendant 7 ans environ. Et parce que les élèves ont été, les groupes féminins et masculins ont été à l'école Saint-Michel, qui était juste à côté. Ici, c'était l'ancienne école Saint-Michel. Les classes n'étaient pas assez grandes pour recevoir tous les élèves. Et simplement, la commission scolaire, voyant que le bâtiment ne trouvait pas preneur, n'était pas occupé, ont simplement donné un permis de construction. Le bâtiment devait simplement faire place à un stationnement. Donc, ils ont commencé à défaire tout l'intérieur de l'école, le plancher ici, le plancher à l'étage. Et là, par hasard, vous savez, Vaudreuil-Dorion était quand même un lieu de villégiature. Et il y avait quelqu'un comme Guy Moffett qui habitait à la région, qui habitait à Dorion à l'époque. La maison est toujours présente. Et qui a passé devant le musée pendant qu'il était en train de... Le musée, je dis musée, mais l'école, en fait, pendant qu'elle était en train de se faire démolir. Il a fait arrêter les travaux et il a contacté les fondateurs du musée, qui étaient Roger Maillet, Lucien Thériault, qui étaient, eux, avaient déjà parti un petit musée régional à Sainte-Jeanne-de-Chantal dès 1953. Et ils ont réussi avec la commission scolaire à s'entendre. Et comme eux cherchaient un local plus grand pour mettre leurs objets qui avaient été collectionnés depuis 1953, ont réussi à avoir une entente avec la commission scolaire pour déménager ici. Parce qu'ils étaient dans une salle paroissiale, la fabrique Sainte-Jeanne-de-Chantal voulait récupérer leur salle. Et donc, ils ont donc simplement laissé s'installer ici le musée. Donc, dès 1957, c'était tourné par Radio-Canada, mais malheureusement, on n'a pas trouvé, ils n'ont pas conservé le témoignage de ce document-là. C'était parce que par Lucien Thériault, un des fondateurs, travaillait à Radio-Canada. Donc, ils ont filmé le déménagement ici. Ils sont arrivés dans un bâtiment qui était en mauvais état parce qu'il avait été comme laissé un peu à l'abandon. Il était déjà éventré, une partie qui avait été éventrée. Et graduellement, ils ont fait la restauration. Et la première chose qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont fait classer le bâtiment. Ils ont communiqué avec le ministère des Affaires culturelles de l'époque. Et en 1961, le bâtiment a été classé par Paul Gouin. Et par la suite, ils ont réussi, avec le ministère, à faire un programme de restauration. Entre 64 et 65, ils ont restauré avec un architecte, sous la supervision d'un architecte du ministère, le bâtiment. Donc, ce que vous voyez, c'est la restauration, bâtiment restauré. Donc, c'est vraiment comme ça qu'ils l'ont laissé. Et ce qui est intéressant, c'est que le bâtiment avait connu certaines époques, il y avait eu des modifications. C'est-à-dire qu'en 1913,
les fenêtres avaient été agrandies pour laisser passer plus de lumière, parce qu'on voit dans les témoignages qu'on a, c'était simplement éclairé par une seule ampoule électrique. Donc, les fenêtres que nous, on ferme un peu pour protéger nos artefacts, c'était la seule source de lumière. Donc, la lumière rentrait ici et les ouvertures étaient de plus grandes. Et durant la restauration, ils sont revenus à un plan qui était comme à l'origine. Donc, les lumières, ils ont retassé également la porte. Il y avait un balcon aussi sur le logement des instituteurs pour que les frères puissent s'aérer durant la fin de leur cours. Ça a été remis comme on pensait à l'époque. Donc, vous avez vraiment le bâtiment tel qu'on pense qu'il apparaissait en 1859, lors de la fin de sa construction. Remarquez, si vous regardez les fenêtres, vous voyez l'épaisseur des murs. Ça, c'est assez intéressant parce que, bon, on voit, à vue de nez, c'est à peu près 2,5 pieds. Moi, je te disais avec les pieds, là, disons à peu près 60 cm environ, 70 cm. Donc, d'épaisseur. Fait que c'est vraiment des pierres sur une structure de bois. Et durant la restauration, ils ont mis simplement des panneaux de bois, ils ont mis du plâtre par-dessus. C'est pour ça aussi qu'on utilise des structures qui ne sont pas portantes, parce que dès qu'on perce, on a à peu près quelque chose comme, je dirais, 25 cm de plâtre. Si vous voulez, on va monter à l'étage, dont il manque la porte, et également la rampe d'origine de l'école. Classe, il y avait une division ici avec une partie vitrée en haut. Vous aviez un bureau de professeur ici et un autre bureau là-bas. Et si on sait ça, c'est parce que beaucoup de gens, qui ont vu que c'est quand même, ça a fermé seulement en 1953. Donc, il y a beaucoup de gens qui ont été élèves ici du primaire. Et donc, qui se souviennent avec précision, même encore des instituteurs d'éclat. C'est pas l'éclat de Saint-Viateur, mais les derniers, c'est les frères du Sacré-Cœur qui reviennent habituellement ici. Puis là, à chaque fois, on leur fait faire une tournée pour se mémorer un petit peu qu'est-ce qu'il y avait. Donc, vraiment, ici, c'était pour les classes les plus jeunes. Il y avait souvent des institutrices, ou quand c'était des religieux, bien sûr, vous aviez eu les clercs de Saint-Viateur, les frères de l'Instruction chrétienne et les frères du Sacré-Cœur qui ont fermé l'école. Et quand les frères du Sacré-Cœur, c'était tellement, vraiment, il manquait tellement de place que la petite porte que vous voyez, pas celle qui est ouverte avec Chantal, mais juste l'autre, la salle électrique, qui est maintenant notre salle électrique, servait de cellule, c'est-à-dire il y a un frère qui dormait à l'intérieur de cette pièce-là parce qu'il n'y avait plus de place dans le logement des instituteurs. Puis même à l'étage qu'on va monter, parce qu'on va avoir la chance de monter, qui était une partie de temps un dortoir. Il y avait aussi une autre pièce, une autre chambre d'un instituteur. Ce qui est intéressant, bon là vous le voyez, c'est que en tant que le musée s'est installé ici, comme je disais tout à l'heure, c'est cette salle-ci, c'est notre salle polyvalente. C'est également ici qu'on reçoit aussi les groupes scolaires et bien sûr les expositions d'art visuel. Restez avec nous, la visite se poursuit après la pause. Vous avez le bureau de l'instituteur et à travers les fenêtres de l'école, ce que vous voyez dans les vitrines, vous allez voir différents éléments de l'histoire de Vaudreuil-Soulanges. Donc, si vous remarquez là-bas, vous avez du patrimoine militaire, vous avez du patrimoine religieux et vous avez même une boule disco qui représente, bien entendu, les années 70.
à côté de différents artefacts comme les panneaux de gare, de la gare de Rigaud qui part de Westmount jusqu'à Rigaud avec différents noms de localités qui sont disparues comme Como, Dragon, etc., mais qui demeurent dans l'espace. Il y a également des présentations dans les vitrines du fond de certains personnages. On parle de Guy Moffett, on parle de Roger Maillet, de Félix Leclerc qui a habité dans la région pendant pratiquement une vingtaine d'années. Vous avez aussi Lactan Géraud qui était photographe de la ville de Montréal qui avait une résidence à Coteau-du-Lac et qui a photographié beaucoup de lieux de la région, qui travaillait aussi pour la Patrie. Puis par la suite, c'est devenu ce qu'on appelle l'industrie du bois. C'était les hommes du village qui se réunissaient ici. Il y avait plusieurs machineries. Ils confectionnaient des meubles. Et certains élèves, comme Gabriel Lafleur, et le petit crucifix, les élèves venaient confectionner des menus objets dans cette salle-ci. Puis par la suite, quand le musée s'est installé, c'était une salle d'exposition. Donc, on peut imaginer 3 étages. Et je vais vous emmener, on parlait aussi de patrimoine tout à l'heure. Vous avez la fameuse plaque qu'on voit ici, d'Ocar, qui a été posée sous la première chapelle à Notre-Dame, à l'île Perrot, en fait, qui a été trouvée dans les années 50. C'est à peu près, c'est en emplacement où il y a Pointe-du-Moulin, où la chapelle, elle était. Et quand ils ont fait des travaux pour récupérer les pierres pour faire la chapelle du Souvenir, qui était maintenant à Sainte-Jeanne-de-Chantal, les travailleurs ont trouvé cette plaque de plomb-là. Et ce qui est intéressant, c'est que vous voyez bien sûr les fleurs de quinfeuille qui sont les armoiries de G. Locard. Et elle est signée également par un orfèvre qui est Jean Fermat. Et ce qui est intéressant, c'est que dans tous les livres d'art, on parle de ce personnage-là, mais le seul objet qu'on a retrouvé, qui était préservé jusqu'à nos jours, c'est cette plaque de plomb-là signée. Autre élément qui pourrait être intéressant, qui est en lien avec la région, le coffre qui est offert à Lomère Gouin, premier ministre du Québec, au début des années 20. Comme je disais tout à l'heure, le bâtiment a été classé par le ministère en 1961. C'est Paul Gouin, qui était à la tête du ministère en Culture, qui aurait permis dans le comité que le bâtiment soit classé. Et c'est lui qui nous a donné ce coffre-là dans la collection. Donc, c'est le coffre de son père, qui est un coffre d'art populaire, bien entendu. Donc, le musée s'installe ici dès 1958. Il y a des travaux tranquillement, c'est ouvert au public malgré tout. Il y a des travaux de restauration, ouvrent en octobre 1965. Jean Lesage vient ici pour l'inauguration, parce qu'à l'époque, le ministre de l'Éducation, sous Jean Lesage, c'est Paul Gérin-Lajoie qui habite à Dorion. Donc, ils viennent ici pour inaugurer le musée. Ils vont également inaugurer Cité des Jeunes, également le pont de l'île aux Tourtes. Donc, c'est vraiment, pour eux, tout ça venait dans la modernité. Donc, on s'occupe de notre patrimoine, de notre passé, on continue à développer et on pense aussi à l'avenir avec l'éducation. Donc, pour eux, c'était une journée vraiment culturelle importante. On a des photos qui viennent de la paroisse Saint-Michel de Vaudreuil, où on voit une espèce de grande Cadillac qui prend quasiment toute la devanture du musée, on voit Jean Lesage en octobre 65. Et donc, dans le musée, bien sûr, toutes les collections qui avaient été rassemblées dès Notre-Dame de l'île Perrot, autour de 4000 objets, on était rendu pratiquement de 5000 objets. Tous les objets, comme les musées de l'époque, il n'y avait pas de réserve, donc tout était dans les salles. Si vous promeniez dans le musée, tout était à portée de main, il n'y avait pas nécessairement de lien entre les objets, bien qu'ils vont le faire graduellement, mais sauf que c'est vraiment comme des espèces de cabinets de curiosité. Par la suite, ils vont bien sûr mettre les objets agricoles ensemble, les objets d'art, mais au début, c'était vraiment pêle-mêle. Et là, ils ont trouvé qu'il manquait d'espace. Ils ont réussi à faire un projet qui est le fameux agrandissement de 79, comme on dit, nous, la nouvelle aile, mais que ça fait quand même un certain temps. Donc, le lien, quand vous avez vu le Petit Café, qui est notre lien entre les deux périodes, et le bâtiment qui sert maintenant pour le centre d'histoire et la réserve, qui date de 1979, qui est un projet de l'architecte André Marchand. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'il y a plusieurs projets, plusieurs pensées. Ils pensaient peut-être mettre l'agrandissement avec une mansarde
On a des beaux plans de ça. Et finalement, il a choisi une toiture en pignon qui correspond plus comme, comme la petite je disais, remise qui était d'origine de l'école, qui est restée. Donc, on a fait un lien entre les trois bâtiments. La petite remise, comme le bâtiment ici, est classé. Et l'aile 79 faisait vraiment un lien entre tout ça. Si vous voulez, on va monter à la réserve, une place qu'on voit très, très peu. Puis je vous dis tout de suite, c'est très, très encombré. Je vais juste vous demander, même si c'est tentant, de ne pas toucher aux objets parce que là, ils sont très, très accessibles. Puis je vais vraiment vous montrer l'ensemble de l'espace. Donc, on s'en vient ici, c'est un coffrage de béton. Donc, effectivement, il n'y a pas de gicleur, mais sauf qu'il y a des portes coupe-feu et c'est vraiment un coffrage de béton, même s'il y a une décoration qui donne l'impression de planches de bois, mais c'est vraiment sur des blocs de béton. Fait que si vous voulez me suivre. C'est une collection qui est très intéressante, qui rassemble autour de 8000 objets qui proviennent de la région de Vaudreuil-Soulanges, qui ont été soit des objets qui ont été utilisés ou fabriqués ici. Donc, on peut avoir autant des objets qui sont de matière, des objets préhistoriques amérindiens, autant que des objets qui ont été faits avant-hier. Des objets, la majorité, sont sur la base informatique. On est vraiment dans le fameux réseau Infomuse, de la Cité des musées québécois et aussi du RCIP. Chaque objet a son numéro. Ce qui est intéressant, c'est que, comme je vous disais, la majorité proviennent de la région. Vous allez passer devant le vaisselier ici. C'est un vaisselier qui date de la fin du 19e siècle, peut-être milieu 19e siècle. Il provient de l'ancien maire Notre-Dame de l'Épérault, le maire Stocker. Si vous allez à Sainte-Jeanne-de-Chantal, vous avez un crucifix qui est dans la nef, mais près du transept droit. Et vous voyez la famille Stocker qui a donné ce crucifix-là, fait par Carly. Et ça, c'est un vaisselier qu'on avait de la maison, une maison qui a été restaurée tout récemment. On a vraiment toutes sortes de choses, du textile, de l'art populaire, des objets aratoires, des objets religieux. Et vous allez passer devant des boîtes en carton qui ne sont pas encore défaites. C'est des objets qui proviennent de Montréal, mais qui ont appartenu au chaman Groux, donc à Lionel Groux. Lionel Groux est un personnage important de la région, puis il a aussi été élève à l'école Saint-Michel. Vous avez un magnifique canot de compétition au-dessus de votre tête. Je ne sais pas comment ils ont réussi à le monter, parce qu'ils sont passés par l'escalier par lequel on est rentré. Donc, qui naviguait dans la baie de Vaudreuil, fabriqué à Toronto. Dans la rangée centrale, c'est des objets qui doivent être classés, que j'ai pas encore eu le temps parce qu'on travaille beaucoup dans différents projets. Mais remarquez, vous avez une espèce d'immense baignoire bottine ici. Donc, vous voyez, c'est ça le patrimoine, c'est ça, c'est plein de petites choses et c'est tout ça, c'est documenté. Et tous ces objets-là finissent par avoir une vie. Et ça prend du temps et des fois, c'est par des hasards. Comme la baignoire bottine, on ne savait pas de quelle famille ça venait, jusqu'à temps que des gens descendants de la famille Lalonde viennent nous voir puis qui nous disent que ça provenait de chez eux. Donc, on est au-dessus du centre d'histoire. C'est pour vous situer. Fait que là, lorsqu'on prépare des expositions puis qu'on déménage des objets, quand il y a des chercheurs au centre d'histoire, disons, qui savent qu'il y a quelque chose au-dessus d'eux. Mais là, qu'est-ce qui va arriver si vous avez plus de place? On prend des objets qui ont moins de 30 cm. On se pose des questions, on est très, très sélectif et on use d'imagination. Comme tous les objets à la base, quand ils ont été mis dans la réserve en 79, ils avaient tous leur place, c'est-à-dire que les objets agricoles étaient ensemble, les objets en métal étaient ensemble, etc., de la vie quotidienne, tout ça. Tandis que là, maintenant, dès qu'il y a un espace, on commence à les remplir. Ça finit par être... C'est vraiment un casse-tête. Horloge, chaudron, vous avez un gaufrier, vous avez, plein de petites choses. Des armes également. Je vous
parlais de la bavoie, le couronnement de la bavoie. Vous avez la bavoie, la partie basse ici. C'est au-dessus de la chair. Comme son nom l'indique, ce qui arrivait, c'est qu'il ne faut pas que c'est ça, pour pas que la voix du prêtre se perde dans la voûte de l'église. C'est au-dessus de la chair et ça permettait finalement que le son... Exactement. J'espère que cette visite au cœur de l'histoire du Vieux-Vaudreuil et du Musée régional de Vaudreuil-Soulanges vous a plu. Les 3 prochaines semaines seront consacrées au patrimoine archéologique, alors que nous nous déplaçons de l'autre côté du fleuve Saint-Laurent, à Beauharnois, au Musée québécois d'archéologie Pointe-du-Buisson. Je vous propose un voyage dans le temps de 5000 ans en arrière, dont voici quelques extraits. Faire de l'archéologie, c'est lire un livre. Je suis égoïste, je lis un livre. À chaque fois que je donne un coup de truelle, j'arrache une page. J'arrache une page et si je n'ai pas bien pris mes notes, bien marqué mes témoins, si je n'ai pas laissé un résumé de ce que je fais, personne n'est capable de lire le livre après. Donc, on a une responsabilité de marqueur. Nos chercheurs, nos archéologues, qu'ils soient ceux de la Pointe-du-Buisson ou nos archéologues en général, ont ce devoir et cette responsabilité collective quasiment épouvantable de bien faire leur travail parce qu'après ça, il ne reste plus rien. Le site de l'autre côté de la rivière, on a trouvé une pointe. Une pointe que vous allez voir dans l'exposition. OK? Une pointe qui est dans une sorte de roche transparente, très belle, puis qui vient de la région de Rama, au Labrador. Donc ça, c'est très loin, là. En ce moment, il n'y a pas de route qui s'en va là. Donc, c'est, je vous dirais, c'est plus de 1000 km là, d'ici. Là. Puis cette pierre-là, on l'a trouvée sur le site qui est juste devant vous. Cette pierre-là, elle est très échangée, environ de 5000 ans jusqu'à 4000 ans avant aujourd'hui. Après ça, ça arrête. Plus d'échange. C'est la même période que quand les Inuits y arrivent dans le Grand Nord. Inuits, Amérindiens, vous savez, ça ne s'aimait pas beaucoup. Hein? À la semaine prochaine!